La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Aymeric, comment vas-tu ? Bonjour Mathieu, ça va très bien, merci. Et toi ? Super. Écoute, bienvenue sur le podcast sur Tronche de Tech. Je suis content de t'avoir aujourd'hui. On va parler du coup pendant entre 20 et 40 minutes, on va voir. On va parler de toi, de ton expérience. Et du coup, ce que je te propose, avant de commencer sur les questions que je t'ai préparées, ce serait de te présenter en 3 phrases. Alors je vais faire court, j'ai préparé, sinon je parle trop. Moi je suis Aymeric Mathéossian, ça fait 21 ans que je suis dans la tech. Je suis papa de 3 enfants. Et j'ai lancé mon entreprise il y a quelques mois. Voilà, une aventure qui se lance après pas mal d'années où j'ai voulu le faire. Et aujourd'hui, je suis à mon compte avec la société qui s'appelle Bridge IT. Voilà. Ok, génial. Et tu fais un peu de musique aussi, je vois derrière toi. Et accessoirement de la musique quand j'ai le temps avec les 3 bouts et tout ce qui tout ce qu'il y a à côté. Voilà. Beaucoup de bonheur, mais beaucoup de travail, quoi. Exactement. Voilà. Ok, top. Je te propose de démarrer sur les questions. Ma première question, c'est toi, comment tu tombes dans la tech ? Alors la tech, elle est tombée. Je suis tombé dedans d'abord alors avec des jeux. Jeux vidéo, notamment un premier qui s'appelait Fallout. Je ne sais pas si c'est un jeu qui te parle ou qui va peut-être parler justement aux personnes. Et c'est un jeu sympa, on a une aventure, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut de l'argent dans le jeu. Et en filou que j'étais, au bout d'un moment, on se dit c'est un outil informatique, il y a bien peut-être un moyen de pouvoir craquer ça et d'avoir un peu plus et de pouvoir jouer plus facilement. Donc je suis tombé dans ces petits analyses de code, regarder aussi du code hexadécimal, etc. Et puis aller chercher où l'information se trouve pour aller changer, puis se dire, allez, on se met 1 million de pièces pour pouvoir acheter tout ce qu'on veut et avancer très facilement dans le jeu. Et une fois qu'on a découvert ça, on se dit, purée, c'est vraiment cool. Et puis et c'est là que je suis tombé dedans. Après. D'accord, ok. Et du coup, tu fais quoi après au niveau des études ? Tu t'orientes vraiment là-dedans très vite ? Alors non, parce qu'à la base, c'était pas prévu. J'ai passé le bac 2 fois, voilà. Une première fois sans succès, une deuxième fois sans succès avec un rattrapage. Et puis, c'est grâce, voilà, on a regardé un peu ce qui se faisait et de l'alternance. Il y a de l'alternance sur de l'admin 6, admin système et réseau. Je ne connaissais pas du tout ce monde-là, mais il faut aller travailler, il fallait trouver une formation. Et par chance, en fait, dans ces formations, si tu as passé le rattrapage, tu as un certificat qui t'est délivré et donc tu peux démarrer. Et après, suite à tout ça, des études, un bac+2 en alternance qui se passent super bien. Un petit break au milieu pour partir à l'étranger en Angleterre et revient sur un bac+3 en alternance encore. Et après, j'ai repris en cours du soir avec... c'est le Conservatoire National des Arts et des Métiers, le CNAM. Okay. Ça a duré 6 ans en cours du soir pour avoir un diplôme Ag. Okay. Donc un diplôme Ag, mais sans le bac. T'as un diplôme d'Ag, t'as pas le bac, excellent. Voilà. Ouais, non, voilà. Mais comme quoi, il faut avancer. Après, j'ai été bien entouré par mes parents, par mon épouse, qui poussent, et puis des amis aussi, pendant 6 ans, parce que c'est long. Mais voilà, comme quoi, c'est important. Et puis après, c'est une vision, tu sais, de la réussite. On y reviendra peut-être plus tard, mais c'est une vision de la réussite qui pousse aussi à se dire tiens, il faut un diplôme, et puis on est bloqué après, hélas. Alors je vais dire une phrase un peu de vieux, mais à mon époque, quand on voulait monter sur les échelons, etc., c'est sûr que le diplôme, c'est méga important. Ouais. Et on s'aperçoit vite que quand on veut aller vers du management, vers ce genre de choses, essayer d'apporter sa pierre à l'édifice dans une entreprise, il fallait un diplôme Ag.
Et donc, il faut y aller. Et j'ai avancé. On a passé ce diplôme. J'ai passé ce diplôme. Et puis, ça a ouvert pas mal de portes. Mais ce qui est marrant, c'est du coup, tu arrives à avoir ce diplôme de... Je sais pas, moi j'ai l'image que si tu n'as pas le bac, tu es vachement bloqué en fait. Donc toi, tu as réussi à trouver un moyen de débloquer ce truc-là. Je sais pas, tu vois, si aujourd'hui, il y a toujours cette possibilité-là, j'en sais rien en fait. Alors, je sais pas. J'ai eu la question justement. C'est un ami à moi qui m'a posé la question pour une de ses connaissances. Donc, justement, c'est en cours, tu en parlais. Je sais pas si c'est encore possible aujourd'hui. J'espère. Ça serait bien. Parce qu'en fait, le bac, ça se voit, c'est un peu vu comme un passage obligatoire. C'est bien, c'est très bien, mais il faut pas le voir comme un échec aussi. Il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir ensuite derrière. Il y a plein d'aventures qu'on voit sur LinkedIn, etc., de personnes qui sont quand même douées à la base. Faut pas, il y a beaucoup de jeunes qui rêvent aujourd'hui en se disant je vais claquer des doigts, je vais tout de suite je vais monter une boîte à succès. Non, attends, passe tes études, essaye quand même de suivre un cursus au début quand même qui soit un peu classique. Mais après, je sais pas si c'est encore possible de pouvoir avoir ce type de parcours. J'espère. Après, c'est ce que j'explique à mes enfants on finit les études, on avance, mais après ils feront ce qu'ils veulent, quoi. Mais ce qui est intéressant, tu vois, je trouve, c'est que tu peux le parcours. Alors le bac généraliste, hein, parce qu'il y a d'autres bacs, il y a des bacs spécialisés, mais tu t'es pas forcément adapté en fait à ce système, tout en pouvant être très doué sur certaines parties autres qui sont pas forcément valorisées par le cursus classique, tu vois. Ouais. Et donc au final, toi, tu te retrouves avec un diplôme d'ingé, donc ça veut dire que globalement, t'étais peut-être pas hyper à l'aise sur le système classique. Par contre, quand tu t'es spécialisé, il y a un domaine où tu as commencé à t'éclater et là, tu as trouvé un petit peu ta zone de, j'appelle ça la zone de génie un peu, où, Ouais. où finalement tu réussis, toi, à exprimer ce que, là où tu es fort, quoi. En fait, tu te découvres. C'est-à-dire que j'ai découvert plus tard, dans les anecdotes marrantes, ce que ça veut dire réviser. T'es dans les cours du soir et puis il faut bosser. Donc, t'as tes potes qui sont autour de toi, qui sont en train de regarder un match de foot. Toi, t'es à la table à côté en train de réviser pour ton UE qui arrive bientôt. Et tu découvres ce que c'est réviser, en fait. Et surtout, tu découvres, même plutôt avec l'alternance, la réussite. Et tu sors un peu de ce circuit d'échecs où, après, c'était mon cas. J'ai un gros problème avec le stress. Je te l'ai partagé quand on a un peu préparé tout ça. Tout ce qui est hors concours, hors préparation, etc., ça se passe très, très bien. Et dès qu'on passe dans un examen, un truc, c'est le crash complet. Hein. C'est pas la peine. Et donc, les études, moi, mes études sont pas très, très mal passées. Enfin, très mal passées. Le collège s'est bien passé, avec quelques facilités, donc c'était bien. Et après, tu arrives au lycée où là, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, tu finis, tu dis, c'est pas possible, c'est pas adapté, c'est pas pour moi, ça va jamais marcher. Et là, tu démarres l'alternance, et ça se voit souvent, où tu as des élèves ou des gens qui étaient un peu en échec et qui partent en alternance, et c'est la découverte. Après, nous, notre truc, c'est qu'on fait un métier qu'on appelle souvent métier passion. Enfin, ça dépend des gens. Moi, c'est un peu ma passion. Aujourd'hui, on va bosser sur des technos Docker, on va bosser sur des technos innovantes, du cube, etc., qui sont un jeu. Donc, c'est toujours un peu compliqué de comprendre pour notre entourage, de comprendre que quand tu as fait 12 compilations ou 200 compilations d'un truc, et à la 201e, ça marche, et tu vas te lever, tu fais, ouais, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu regardes un match, tu fais quelque chose, non, ça marche. Donc, c'est pour ça que on fait un métier passion, et ça se découvre après. Mais par contre, ouais, il y a du boulot, quoi. Enfin, Ouais. c'est pas, ça se fait pas. c'est pas je débarque et puis je veux mon boulot, je veux mon salaire, machin, et puis Il y a beaucoup de connaissances à accumuler. Ouais. Ouais, ouais. Je voulais revenir sur le point que tu disais qui était intéressant de nouveau sur les études où tu parlais des concours et du stress. C'est vrai que c'est pareil, c'est un truc qu'on oublie un peu, mais typiquement le bac, c'est pas un... Alors je sais pas si maintenant ils intègrent pas une partie de contrôle continu, une partie des notes de l'année. Je crois qu'ils font ça. Si, ouais. Tu vois, et en fait, pendant longtemps, en tout cas, c'était designé pour t'as un concours, donc t'as un moment tu dois réussir. Et effectivement, les gens qui gèrent pas bien leur stress, à ce moment-là, ils sont vachement désavantagés par rapport à ceux qui le gèrent bien. Alors que, est-ce que tu vas faire un métier où tu auras besoin d'être bon sous situation de stress? Je sais pas. Donc, on mesure un truc en peut-être se rendant pas trop compte que y a des gens, ça va être utile pour plus tard, d'autres pas. Mais du coup, tu vois, c'est pas dit objectivement. On t'entraîne pas à gérer ton stress à aucun moment. Tu vois, on dit débrouille-toi. Tu vois. Et je trouve ça. Ouais, je trouve ça intéressant de prendre conscience que c'est peut-être pas forcément la méthode la plus adaptée pour, en tout cas pour évaluer les gens ou pour vérifier qu'ils sont sur une bonne courbe de progression, j'en sais rien.
Ouais, après, c'est à toi, voilà, c'est aux personnes à le comprendre et puis à se dire, bah ok, c'est pas comme ça que je marche. Et puis Ouais. et après, j'espère qu'il y a des voies ou des issues qui permettent justement aux étudiants, aux élèves de pouvoir se dire, ok, je vais me rediriger et même si j'ai pas tout réussi, mais ce qui est important, tu vois, si tu me donnes l'occasion via une vidéo comme ça de faire passer un message, c'est sortir de l'échec en fait. De dire, s'il y a un truc dans lequel on est bon, bah, ou si on est parent, pousser un peu les enfants vers ces trucs-là. Le système scolaire, maintenant, moi, ce que je vois a plus tendance à transformer un peu les modes d'apprentissage, à accompagner les enfants, les élèves. Mais c'est bien d'expliquer que bah, l'échec, c'est bien, c'est aussi une belle chose pour apprendre. On va comprendre ce qu'il ne faut pas faire. C'est comme dans les projets qu'on va pouvoir mener, dans les choses, on va faire une boulette une fois, peut-être 2 fois. On va se dire, ok, ça, je me suis loupé 2 fois, on va éviter de la refaire une 3e fois, sinon je vais encore prendre cher derrière. Voilà. Mais c'est l'apprentissage. Voilà. Ouais. Il faut mettre en avant le fait que l'échec est nécessaire pour pouvoir s'améliorer et apprendre. Ouais. C'est un truc. Voilà. Ouais, je suis très d'accord avec ça. Non, mais c'est important, tu vois. En fait, la culture, alors je sais pas, la culture de l'échec, c'est le bon mot, mais en tout cas, le fait de savoir que l'échec fait partie de l'apprentissage, l'important, c'est de ne pas reproduire ses erreurs, mais si tu veux pas en faire, en fait, tu avances pas. Tu vois, les gens qui font beaucoup d'erreurs, peut-être ils progressent plus vite que les gens qui veulent absolument pas en faire, parce qu'ils prennent pas de risques. Et voilà, on sait que donc c'est un sujet. Bon, je veux pas qu'on se relance trop sur ce sujet parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps et qu'il est hyper intéressant, je sais, mais j'ai envie de dérouler plein d'autres questions avec toi. Yes. Donc je te propose de passer à la suivante. Est-ce que tu peux me parler d'une expérience qui t'a marqué dans ta carrière ? Ouais, c'est une expérience un peu violente, mais dans le sens plus psychologique où je faisais partie d'une structure, une société de service. Alors, j'ai fait toute l'expérience en société de service, une grosse partie, et j'ai eu l'opportunité de créer des offres. Alors, créer une offre, c'est on part de zéro. On dit qu'est-ce qu'on va vendre. C'était une offre de développement web dans le domaine de Symfony. Et j'avais choisi de créer avec l'accompagnement de management. Donc, tu vas créer une offre dans Symfony avec en PHP dans lequel on va dire OK, on vient vous accompagner, on fournit des équipes qui vont développer vos applications. C'est dans mon expérience avec. Je n'ai pas le droit de citer, je ne vais pas citer les noms d'entreprises, je ne donne pas dedans. Mais ils sont sur mon CV, donc c'est pas un problème. Sur ton LinkedIn. Voilà, sur mon LinkedIn, donc c'est pas grave. Mais donc j'avais créé une offre qui permettait d'accompagner les entreprises sur du développement PHP et Symfony. Donc ça marche bien, on monte jusqu'à 10 personnes avec des stagiaires, etc. Ça dure à peu près 1 an. Et au bout d'1 an, je reçois un email de ma direction. Alors, certes, c'était pas l'offre la plus rentable du monde. On va se dire les choses, il faut être réaliste à un moment quand même. Mais ça commençait, voilà, il y a quand même quelque chose qui commençait à prendre. Et je suis convoqué un vendredi. Je reçois un email convoqué par ma direction un vendredi soir. Et là, c'est un peu ce qu'on voit dans les films. Dans les films où tu es convoqué, tu rentres dans la pièce et puis tu retrouves ton manager, donc ton N+1. Tu vois le directeur départemental, donc ça c'est du bureau, et directeur France. Je dis bon, pourquoi je suis là? Donc on s'assoit et le message qui est passé, c'est bonjour Aymeric, merci d'être venu, on va arrêter ton offre. Okay. Donc là tu te dis bah mince, donc tu fais une chute vertigineuse. Tu dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, etc. Et ça c'est vrai que je l'ai très très mal vécu parce qu'en fait on passe 1 heure à essayer de comprendre. Mais tu n'avais aucun signe avant-coureur de ce truc-là? Non, j'avais pas de signe. Alors on sait que l'offre n'était pas super rentable aussi. C'est un nouveau modèle qu'on essayait de mettre en place dans l'entreprise. Et après, il y a une question de rentabilité aussi, il y a une question de progression. J'ai pas eu de signe de dire ok, on va arrêter, machin, etc. Ils t'ont pas mis dans les discussions en disant Aymeric, ça marche pas bien, on réfléchit à arrêter, faudrait que tu fasses des meilleurs chiffres. C'est là où ça a été un peu violent. Et donc c'est passé le vendredi. On finit le meeting, donc tu sais pas en fait le boulot que tu dois faire derrière. Ouais, c'est ça. Que t'as plus rien. Et après, j'ai un manager, donc à l'époque Christophe, avec qui on a discuté, et qui m'a accompagné pour rediriger et créer une nouvelle offre. Après, il faut dire les choses. Le développement web, c'est une de mes compétences, mais c'est pas mon cœur de métier. Je viens de l'admin 6, je viens de l'infra à la base. Et donc, on est reparti sur une offre que je connaissais un peu mieux, c'était tout ce qui était support, de l'exploitation, de la supervision. Voilà. Là, pour le coup, c'est des admin 6 qui vont chercher d'exploiter des applis, voire sur site, d'aller faire de l'exploitation bureautique. Okay. Voilà. Où j'ai remonté une offre
de ce type-là, de A à Z. Donc, quand je te parle de monter une offre, l'expérience qui est intéressante, alors c'est une expérience intéressante, ce genre de choses, parce que tu sais que ça peut arriver. Tu sais que le côté financier a aussi un impact, tu t'en rends compte. Tu sais que ça peut aller très très vite. C'est pas que dans les films, c'est aussi ça. Et donc, non, et on a relancé une nouvelle offre qui était sur du support, d'exploit, de supervision, avec une équipe un peu plus petite, un message plus clair. C'est là aussi où ça construit, ça t'apprend à construire des offres beaucoup plus claires, un message, une cible, et à quoi tu réponds. Et là, l'offre a beaucoup mieux marché. Je l'ai tenue on a tenu un an et demi. Après, il y a eu la phase de Covid. Et là, ça a beaucoup mieux marché. Ça a mieux marché, mais voilà, il faut s'investir et ça passe du temps. Mais le creux a été compliqué, puisqu'après, faut remonter. On se remet en question énormément. Et donc, je pense que c'est une des pires expériences que j'ai eues dans le monde pro. Parce que t'avais mis beaucoup de toi dedans, c'est t'avais ça. investi, et tu t'as croyais. Et t'as une équipe, en fait. T'as une équipe de 10 personnes, t'as des mecs qui sont là, etc. Et tu te dis, qu'est-ce qui va se passer demain, en fait? Voilà. Et du coup, ils ont été licenciés ou vous les avez... Non, ils sont pas licenciés. Après, c'est l'avantage aussi dans les ESN, c'est que tu peux rediriger et rerouter les personnes dans différentes équipes, d'accord, sur d'autres clients. Dans les systèmes des ESN, tu sais, tu as un mode soit d'assistance technique où tu passes du temps chez le client et c'est une facturation à la journée, etc. Nous, c'était des offres plus construites, plus structurées, donc ils ont juste été réorientés vers ce qu'on appelle l'assistance technique, aller passer du temps avec les clients. Ouais, mais du coup, ça fait quand même bizarre parce que tu as investi dans de la compétence, tu as peut-être des choses qui te plaisent et du jour au lendemain, désolé, c'est terminé, quoi. Ouais, c'est ça. Après, j'ai rencontré des gens exceptionnels, des jeunes qui sont sortis de l'école, qui sont motivés et qui sont, je vais pas dire des ovnis, mais qui sont des personnes qui comprennent les choses à une vitesse, notre cerveau, c'est fini. Et en 2 jours, ouais, ils avaient compris absolument tout un projet, ils sont allés plus loin. Ouais, non, voilà, ça a permis de faire des rencontres, on en tire du positif de tout ça et de se dire, ok, c'était une belle expérience. Il y a des raisons que j'ai compris plus tard. Je comprends un peu plus tard en se disant, ok, pourquoi on peut prendre ce type de décision-là sur des offres en termes d'investissement. Voilà, mais ça fait mal. J'imagine. Voilà. Ok. Enfin, j'allais dire chouette, mais bon, pas si chouette que ça, quoi. Intéressant, on va dire. Est-ce que tu peux me parler de ta plus grosse bêtise de dev, dans ta carrière? Ouais, je peux on peut. Il y en a une, c'est. Je travaillais à la SNCF. Alors, ça s'appelait le métier, c'est intégrateur d'application. Pour faire très simple, c'est d'un côté, tu as le métier, de l'autre, tu as toute la partie des développeurs, ok, qui ont créé les produits. On va comparer ça à des boulons, des vis, des planches, etc., qui sont prêts. Tout est prêt. Et le rôle de l'intégrateur, c'est d'assembler tout ça par rapport à des diagrammes qui ont été fournis par rapport à ces équipes-là, de les assembler pour faire en sorte que tout va fonctionner. Donc mon rôle, je travaillais aux opérations financières, sinon c'est pas drôle, c'est une histoire, c'est un peu moins drôle. Donc à Lyon, avec une super équipe, et mon rôle était de prendre tous ces éléments-là, et c'était du rapprochement bancaire. Entre autres, tu avais aussi, donc on parle de chaîne d'ordonnancement, où tu dois enquiller justement tous ces programmes-là qui t'ont été délivrés, dans l'ordre, selon certaines horaires, etc., où on va recevoir des fichiers, les traiter, et en sortie, tu dois les renvoyer vers des banques, tu dois les renvoyer. Donc on faisait du rapprochement bancaire, c'est-à-dire entre ce qui est payé dans les bornes et ce qui est aux banques, et aussi les parties de transfert de fichiers sur des paiements de salaire, et ce genre de choses. Okay. Donc on travaille sur différents environnements, du développement, des staging, des prods, et un des objectifs, c'est de voir est-ce que la chaîne qu'on a créée, elle tourne et elle marche. Pour ça, on injecte des fichiers, et ensuite ça repart. Et un jour, je lance mes tests, avec des fichiers, et j'attends. Pas de résultat. 1 minute, 2 minutes, toujours pas de résultat. Et à la 3e minute, mon téléphone qui sonne. C'est Paris, c'était une personne de Paris qui m'appelle, avec qui j'avais l'habitude de travailler, et qui, heureusement, m'a faisait un peu le filtre. Et en fait, j'ai pas lancé mes traitements sur le bon environnement, je crois que c'était un problème de variable. Et c'est parti en prod. Voilà. Okay. Donc, heureusement, la personne m'a appelé en me disant, écoute, Émeric, est-ce que tu n'aurais pas fait une petite boulette que tu ne serais pas loupé à la fin? Et là, tu t'arrêtes, et puis tu as une petite goutte qui commence à couler, tu fais, c'est pas possible. Et là, tu dis, est-ce que tu as arrêté? Et là, avant que tu parles, parce que à force de travailler avec certaines personnes, il y a des liens qui se créent, elle me dit, non, c'est bon, t'inquiète pas. J'ai bloqué les fichiers, c'était les payes. Qui aurait pu être fait 2 fois. Alors tant mieux pour certaines personnes. Ouais, t'aurais été un héros là. Tant mieux pour les cheminots. mais heureusement, ça a été bloqué avant. Sinon, après, ouais, c'est chaud. Ça avait été fait par le passé. Et ouais, donc dans ce contexte-là, on a un peu et là, heureusement, on a pu bloquer les traitements. Rien n'est parti.
Et puis après, on a discuté, on s'est mis tous autour d'une table, on a dit, OK, comment on peut sécuriser le truc? On a rajouté des couleurs, on a rajouté pour éviter que les boulettes se reproduisent. Mais ça, c'est une des plus grosses que j'ai faites au... T'étais à 2 doigts de payer ouais, 2 fois les cheminots. Donc s'il y a des cheminots qui regardent, tant pis pour eux. Désolé. Dommage que tu aies corrigé ce truc-là. Voilà, je suis désolé. Ouais. Mais ça aurait pu faire mal. Ok, excellent. Et comment il s'en est aperçu, ton collègue à Paris, là? Ma collègue s'en est aperçue parce qu'elle avait mis, en fait, il y a un système de validation. Ouais. Donc, il y a des fichiers qui arrivent avant que ça parte aux banques. Okay. Ils avaient vu qu'ils ont déjà eu la boulette précédemment. Ils ont mis un peu un garde-fou. Voulez-vous payer? Donc elle a reçu, voilà, et avant de cliquer sur valider, okay. elle a validé. Sachant qu'on avait déjà parlé de cette boulette, il faut savoir qu'on a parlé de cette boulette qui était déjà arrivée avant, je pense 1 ou 2 semaines avant. Elle m'a dit c'est pas possible de faire ce genre de truc. Et puis tu sais ce qui se passe, ça t'arrive. À qui ça arrive, voilà. Franchement. Et puis là, tu décroches le téléphone et après ça te retrouve au café et tu fais bah ça arrive jamais ça. Continuation blague, après tu le gardes. Ok, excellent. Marrant comme anecdote. Est-ce qu'il y a maintenant un sujet sur lequel tu as changé d'avis durant ta carrière? Alors, j'imagine qu'il y en a plein, mais un marquant. Ouais, le plus gros, c'est la famille et le boulot en fait. Je t'ai dit, j'ai 3 enfants, je suis marié, j'ai passé énormément de temps au boulot pendant une grosse période, avec les ESN, etc., ou quand j'avais ces rôles de management, création d'offres, et on fait un métier passion. Donc t'as vite fait te retrouver dedans, et puis tu te laisses emporter, et tu vas au boulot, tu passes déjà 1 heure pour aller sur place, tu passes de 8h, 9h jusqu'à 18, 19h au taf, t'as encore 1 heure de voiture derrière, tu rentres, tu as des petits qui sont tout petits, quand tu fais les bains, les machins, etc., à 19h, 20h, ils sont couchés, donc tu rentres, tu as loupé une partie, moi à l'époque, en plus j'avais mon épouse qui était en congé mat, donc elle a pu aussi en profiter, s'occuper des enfants, et en fait avec le recul, donc, et au 3e, alors il y a pas mal de choses qui ont fait que ça a changé tout ça, et de pouvoir se recentrer sur la famille, c'est tu vois la partie de Covid, qui a poussé un peu plus au télétravail, qui a changé pas mal de choses. Ça, c'est un point important. Et moi, j'ai changé de boîte après les ESN où je suis parti. Et je suis passé dans ce monde-là plus de start-up et en full remote pour le coup. Ouais. Et là, en fait, ça change beaucoup de choses. Alors, il y a plein de débats. On va pas rentrer là-dedans, on n'aura pas le temps, mais il y a plein de débats sur le remote. C'est pas adapté forcément à tout le monde, oui, etc. Ouais. Enfin, et ça a changé le cadre de vie, c'est-à-dire que tu changes. Moi, j'étais à Lyon, on a pu avoir un projet de vie qui se fait au bout de 10 ans de déménager dans le sud. Je suis plus vers Avignon, Saint-Rémy-de-Provence et tout ça. Et ça s'est fait. Et ça permet en fait le fait de se remettre sur la famille, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour les enfants, son épouse, changer son rythme de vie aussi. Et ouais, c'est un des trucs sur lequel j'ai énormément changé d'avis, où j'avais et mon activité et de l'auto-entrepreneuriat. Alors c'est super, hein, tu passes ton temps à bosser, tu gagnes de l'argent, etc. Mais à côté, en fait, tu reviens pas sur le truc. Alors, il y a une très belle phrase qui m'avait fait réfléchir, beaucoup réfléchir. Alors je sais plus qui elle est, je sais plus où je l'ai vue. C'est en fait avoir des enfants, c'est te rappeler que quelque chose te survit après ta mort. Et en fait, ça veut tout dire. Et donc, en fait, ça change beaucoup de choses. Voilà. Et donc, la chose la plus importante aujourd'hui, la famille, c'est le top numéro 1. Et puis, voilà, et puis prendre soin de soi. Okay. C'est ce qui a fait changer, ouais. Je comprends, mais moi, je partage beaucoup cet avis. Tu sais, je suis en full remote aussi. Tous les jours, je suis trop content de faire ce métier aussi parce que j'ai cette opportunité-là, tu vois, de voir mes enfants effectivement tous les soirs. Ça me fait penser à, je sais plus, j'avais lu un truc quelque part où ils comparaient, tu sais, ils parlaient d'équilibre pro-perso et ils expliquaient qu'en fait, tu vois, donc dans ta vie, tu passes ton temps à jongler avec plein de choses. Donc ils comparaient ça à des balles un jongleur. T'es un jongleur et t'as 5 balles, je crois. T'as la famille, les amis, la santé, t'as le travail et t'en as un autre, je sais plus. Et en fait, ils disent, dans toutes ces balles, il y en a une qui est en caoutchouc et qui rebondit, et toutes les autres, elles sont en verre et elles se cassent. Et la seule qui est en caoutchouc, qui rebondit, c'est le travail. Donc, c'est la seule que tu peux lâcher, en fait. Les autres, si tu les lâches, elles se cassent. Alors, je sais pas si c'est tout à fait vrai, tu vois, c'est un peu extrême parce que tu peux réparer plein de trucs, mais
typiquement sur les enfants, si tu as des enfants et que tu as envie de passer du temps avec eux, les années que tu rates quand ils sont petits, tu les rattrapes pas. Voilà. Et je pense que le boulot, la carrière, etc., il y a plein de choses qu'on se dit c'est hyper important maintenant, mais en réalité se rattrape plus tard. En tout cas, beaucoup plus probablement que le temps passé avec tes enfants. Ouais. C'est important. Donc, je partage beaucoup ce truc-là. Donc, je trouve que c'est un message intéressant. Et ça fait partie des valeurs. Donc on se raperçoit plus tard. J'ai eu 40 ans l'année passée. Ouais. En fait, tu reviens à tes valeurs en fait et à te dire en fait on va arrêter de s'adapter et de penser à tout ce qui est autour. On va penser un peu plus à nous. Et tu reviens à tes valeurs, qu'est-ce qui est important. Et puis tu as des choses qui sont là. Et après tu l'as très bien dit, on a la chance de faire ce métier et de travailler dans la tech aujourd'hui. Parce que c'est pas le cas de beaucoup de métiers, de pouvoir faire du télétravail et pouvoir allier tout ça. C'est clair. Et je veux te dire que moi, tu sais, on a beaucoup du coup ce débat, le télétravail, c'est pas fait pour tout le monde et tout. La plupart des gens autour de moi qui sont pas dans la tech, des voisins, des gens que je croise, tu sais, à l'école et tout, quand je leur dis, moi, je suis en télétravail à la maison, ils sont là, waouh, génial, tu vois. Donc, peut-être ils connaissent pas le sujet aussi et que donc forcément, ils l'idéalisent un peu plus que ça ne l'est réellement parce qu'il y a des désavantages aussi. Il y a des contraintes, il y a peut-être socialement, des fois, ça peut être un peu plus difficile, mais ça fait quand même fantasmer. Donc, quand on a la chance de pouvoir le faire, on en fait comme on en a envie. Tu n'es pas obligé d'être en full remote, tu peux faire du télétravail partiel, etc. Mais ça te donne quand même une flexibilité qui est hyper appréciable, en tout cas, à ce stade de ma vie, tu vois, je trouve ça hyper crucial. C'est un bon cadre. Yes. Je changerais pour rien au monde. Top. Est-ce que ça me fait penser encore à un truc, tu sais, je crois que je sais pas si c'est vrai, mais on dit que Steve Jobs, tu sais, sur son lit de mort, il aurait dit un truc que son plus grand regret, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec sa famille. Je ne sais pas si c'est vrai, mais pour quelqu'un qui s'est énormément consacré à sa carrière, tu sais, il a fait Apple, travaillé chez Apple, chez Pixar, il a beaucoup passé de temps là-dessus, que quelqu'un comme ça ait dit ce truc-là, je sais pas, je trouve que ça fait réfléchir. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de... t'as peut-être des gens qui le disent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le disent pas en se disant tiens, j'ai fini, ou même qui arrivent à la retraite et qui se disent en fait j'ai donné énormément, mais en fait maintenant que je suis là, le boulot c'est fini quoi. C'est fini. Donc maintenant je vais me concentrer sur. Donc c'est une belle chose. Après on a la chance de pouvoir le faire aujourd'hui et maintenant. On prend, on fait, profitons-en et puis on verra, on avance et puis on verra demain comment ça sera. Voilà. C'est clair. Est-ce que, question numéro 5, est-ce qu'il y a un truc un peu what the fuck que tu as fait avec du code ? Ouais, ça m'a... Pareil, la petite goutte de sueur, ça m'a coûté... c'est là où tu vois, tu as un côté gamer et tout ça où tu te dis ok, je vais avancer. Tu avances, tu dis c'est cool. En fait, j'avais créé une plateforme. Je m'étais dit tiens, et si je créais une plateforme où je vais recenser tous les traducteurs possibles, comme ça on peut tous les retrouver si on a envie de lancer un projet, etc. Donc j'avais fait une super, à l'époque, un truc qui était cool, tu pouvais trouver un traducteur, des combinaisons linguistiques, etc. Je finis la plateforme, c'est super, mais c'est vide. Il n'y a personne qui est enregistré dessus. Qui s'est inscrit, qui s'est inscrit. Bon, aujourd'hui on dirait tu fais de la pub, tu vas voir. Et vu que j'étais un peu bourrin et que j'aimais bien le code, je me suis dit tiens, plutôt que d'aller voir chaque traducteur, et puis à l'époque LinkedIn, machin, etc., c'était pas trop là, je me suis dit, et si j'allais aspirer toutes ces infos sur Internet ? Et donc j'ai trouvé des sites d'assaut, de traducteurs, dans le domaine, voilà, j'ai commencé à analyser, à regarder, et j'ai fait des scripts, du PHP, en Python, en plusieurs, qui téléchargent la page, analysent le texte, et avec des expressions régulières, etc., t'extrais absolument tout. C'est-à-dire le nom, le prénom, le mail, téléphone, tout, et l'injecter automatiquement sur ma page, sur mon site. J'ai fait ça avec 2 assos, donc avec plus de 2000 traducteurs. Et arrive un jour où je reçois un mail, voilà, un petit mail de cette société, c'est plus qu'une association. C'est les représentants en France du monde de la traduction. Ok. C'est pas rien. Il me dit bonjour monsieur, mais on s'est aperçu que vous avez aspiré notre site, ce qui est complètement interdit. Merci de le retirer, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est comment c'est remonté à leurs oreilles, c'est que alors le livre il est rangé depuis le temps, mais j'avais acheté un joli livre qui était sur le référencement et tout le SEO. Et j'avais optimisé le truc aux petits oignons.
C'est-à-dire que pour Google, il remonte chacune des pages en top list. Donc n'importe quel traducteur qui avait son site, en fait, c'était plus son site qui sortait en premier. Quand tu tapais son nom prénom, c'était mon site. Donc j'ai commencé à recevoir des messages des traducteurs qui m'ont dit qu'est-ce que c'est que ça, désinscrivez-moi, etc. 1, 2, 3 fois, etc. Et puis ensuite ils ont prévenu la session et dans ce courriel ils m'ont dit on vous met en demeure de supprimer tout ce que vous avez dans la base de données, etc. Donc petite goutte de sueur à ce moment-là, puisque derrière ça fait un peu peur. Donc j'ai tout supprimé tu te doutes bien, dans la seconde qui suivait, j'ai fait un drop. On fait pas trop le malin. J'ai fait un drop complet, on a tout arrêté. Mais tu gagnais rien toi avec ça? Non, je gagnais rien du tout. En fait, c'était plus pour c'est ce que je te disais, c'est le métier passion et mode gamer, c'est-à-dire que tu te dis c'est un challenge. J'ai eu une période où je voulais créer un truc. Tu te dis ok, je veux créer le projet révolutionnaire, machin, qui va marcher. Donc j'avais créé plein de choses, j'avais créé plein de projets différents. Il y en a beaucoup qui sont au cimetière des projets. On doit tous en avoir dans des dossiers. Ouais. Et celui-là, non, il n'y avait pas de challenge, j'avais rien monétisé, j'avais créé ce truc-là vraiment à la base dans une optique cool de se dire ok, ça va aider. Et après, t'es pris dans l'engrenage de se dire ok, c'est super intéressant, tu manipules des chaînes de caractères, des bidules, tu dis ok, comment je peux optimiser pour aller chercher encore plus d'infos, etc. Et puis t'es sur le challenge technique. Puis t'as fini ton challenge technique, tu te dis ok, c'est bon, ça marche. Allez, je passe à autre chose. Tu vois, un peu comme un jouet de gamin. Voilà, sauf que le truc il traîne et puis ça continue là. Donc non, c'était pas monétisé, il y a rien du tout en fait derrière. Ouais, mais bon, effectivement, si tu leur bouffes le SEO, je comprends que. Voilà, c'était pas terrible. J'aurais dû envoyer peut-être un petit mot à l'auteur du bouquin parce qu'il a très très bien marché, ça a très très bien fonctionné. Voilà, ça c'était plutôt cool. Ok, top. Et maintenant, est-ce que tu as une opinion tranchée, très tranchée sur un sujet particulier? Ouais, c'était. Alors, je t'avais dit l'expertise, ça n'existe pas. Je peux réfléchir. Alors, tu peux avoir une expertise. Non, parce que sinon, après, je vais rebondir plus d'un. Tu peux avoir une expertise, mais tu n'es jamais vraiment expert dans ton domaine. Encore moins dans le nôtre. Toutes les semaines, tu as un nouveau truc qui sort. Et après, expert, c'est un peu, c'est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire que tu dois toujours te former, etc. Donc, en fait, le message, c'était il n'y a pas d'expert. En fait, tu n'as pas d'expertise dans un domaine. Tu as des gens qui vont être bons dans un domaine, qui connaissent énormément de choses. J'en sais rien, du cloud, du cube, du développement, ou peu importe. Ils sont très très bons. Désolé. Ils vont être très bons dans du code. Ils vont être très bons dans un sujet dédié. Mais tu dois toujours te former. Donc en fait, après, ça c'est mon avis. Je ne considère pas qu'il y a un expert dans quelque chose qui va arriver, je suis l'expert dans cette techno-là. Parce que je vais chercher un gars à côté qui va me donner un autre avis, qui va dire oui, mais non, parce que cette techno-là, elle est mieux. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Et ça, c'est le truc relou du sujet. Peut-être je vais te griller la situation. C'est les divas. On parle des divas et ça, c'est un truc juste insupportable. À manager, tu as des bouquins là-dessus. Tu sais, tu as les différents profils, etc. à manager. Et c'est un truc très compliqué à gérer parce que c'est l'expert en fait. C'est l'expert, mais qui a un melon énorme. C'est-à-dire, ça tient plus sur la tête, quoi. C'est-à-dire, j'ai raison et c'est tout. Point barre. Et à bosser, c'est des gens qui ont, d'un point de vue, ça peut être génial parce qu'ils vont t'amener une vraie expertise, tu vois, pour le coup, sur un truc. Mais aller chatouiller, tu vas dire, bah non, là, attention, parce qu'il y a ça, c'est trop compliqué. Tu vois, ça part en cacahuète. Donc le côté, la vie tranchée, c'est tu dois toujours apprendre dans notre domaine. C'est toujours se remettre en question. C'est ça qui est pour tous les jeunes qui se lancent, c'est dans ce domaine-là en se disant c'est super cool, etc. Le premier truc, c'est prépare-toi que même dans 20 ans, s'il y a toujours ces technos-là, aujourd'hui on parle d'IA, on parle plein d'autres trucs, etc. D'IA qui va générer du code, il y a des transfos qui se font. Prépare-toi à devoir changer tes méthodes, ce que tu as appris et apprendre tous les mois. C'est obligé. Donc si tu n'es pas prêt à faire ça, c'est mort. Voilà. Ce que tu critiques un peu, c'est le côté, je vois ce que tu veux dire. Parce que pour moi, juste pour te donner ma définition de l'expert pour moi, c'est quelqu'un qui connaît mieux son domaine que 99% des gens. Tu vois, c'est là que tu dis, je dis n'importe quoi, ça pourrait être peut-être 90, j'en sais rien, mais c'est pour te donner un petit peu la définition de l'expert. Mais donc pour moi, il y a quand même une notion d'expert, mais le problème, je pense, que tu mets en avant, c'est que des fois, quand tu arrives à ce truc, on te dit t'es un expert, on te met un petit badge, t'es un expert, super. Et là, tu as le truc de, à la fois, tu es arrivé au bout de ton chemin, c'est-à-dire, j'ai le badge expert, qu'est-ce que je peux faire de plus, tu vois, je vais faire, mais tu vas pas le rester toute ta vie, parce qu'effectivement, ton domaine, il continue à s'enrichir. Et du coup, tu as beaucoup de pression, parce que tu as aussi ce côté, je suis expert, donc tu as l'impression qu'il faut que tu saches tout.
Et des fois, tu vas avoir des gens qui sont pas experts sur ton domaine, mais ils ont regardé un truc que tu connais pas, toi tu peux pas te connaître, et ils vont te prendre en défaut. Et là, c'est le bon expert, il est capable de dire effectivement, je connais pas ce truc-là, je vais le creuser avec toute mon expertise et te dire ce que moi j'en pense au vu de ce que j'ai comme connaissance. Mais c'est une position qui est pas toujours facile parce que psychologiquement, il faut avoir réfléchi à ce truc-là en disant je suis expert, je sais pas tout. Il y a des gens qui vont des fois me prendre en défaut. Et là où l'expertise est très négative, c'est quand on te prend en défaut et que tu fais croire que tu sais et qu'en fait tu vas par autorité d'expertise, tu vas couper le débat en fait. Et donc c'est ça un petit peu, je pense que tu dénonces. Ouais, exactement. Tu vois, on a un client qui va dire je veux un expert. En effet, tu veux dire, je peux te mettre l'expert en top niveau sur le sujet. Il n'écoutera rien de ce que tu vas lui dire. Ouais. Par contre, je peux te mettre quelqu'un qui est expert, mais qui est capable de se remettre en question, qui a une expertise, mais une expertise aussi dans sa capacité de réflexion et de sa capacité de se remettre en question sur ce qu'il va te présenter ou ce que tu es capable de lui amener. Voilà. Et c'est là où c'est compliqué, et c'est juste là où c'est compliqué, et c'est ce qui attire pas mal de soucis dans certaines boîtes. Ça, c'est à part, pour faire très vite, c'est que c'est ce qui va driver parfois des dirigeants. Le dirigeant va se dire, ok, j'ai pris un lead dev, etc., qui connaît très bien une techno, elle kiffe des devs, c'est la techno. Et c'est pas de se baser sur du business. Il y en a beaucoup, oui, ça va marcher, mais c'est pas de dire, ok, est-ce que dans 5 ans, 6 ans, ça sera encore là? Est-ce qu'aujourd'hui, on trouve du monde qui va bosser sur cette techno-là? Voilà, non, ça va plus être le kiff, tu vois. Et c'est là où on est dans une expertise pas malsaine, mais qui doit être sur lequel les dirigeants ou les responsables de projet ou peu importe qui vont piloter ces équipes doivent être vigilants pour se dire, ok, que je me laisse pas déborder par tout ça et que je me retrouve pas dans un an avec une techno où j'arrive pas à recruter, une techno où j'ai zéro connaissance, où c'est j'en sais rien, c'est Jean-Paul qui est là et qui a toute la connaissance de l'appli et il veut pas la donner parce que bon, il a peur qu'on lui pique son taf, etc. Et c'est lui qui a tout créé. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Et quand je parle d'expert, c'est un expert au sens malsain du terme. C'est qui a voilà, le melon. Un melon énorme. Ce qui est, tu vois, aujourd'hui, on crée souvent des filières dans les boîtes. Maintenant, pendant un moment, tu sais, pour être augmenté, notamment, il fallait être manager. Et du coup, on a dit maintenant, en fait, il faut reconnaître autre chose qui est l'expertise. Donc, on a des filières managers, des filières experts. C'est bien, je pense que c'est une très bonne chose. Mais des fois, le problème avec l'expertise, c'est qu'on valorise que des hard skills, en fait, des connaissances techniques. Or, pour moi, hard skills toute seule, ça marche pas. C'est un peu ce que tu décris. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'es que technique. Or, l'expertise, c'est aussi être capable d'expliquer aux gens de pourquoi une solution est bonne, de transmettre sa connaissance. Et c'est là qu'il y a des soft skills qui interviennent. Et du coup, c'est pour ça, moi non plus, j'aime pas trop ce mot expert. Je le trouve très froid, ce mot expert, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, les hard skills, c'est tous ces tests-là qu'on va te faire passer, etc., où justement, voilà, c'est pas basé là-dessus. Et la bonne personne, et c'est ça qui fait que moi, j'ai changé, j'ai créé une structure qui me ressemble un peu plus, où on est plus sur l'objectif de discussion, d'amener des solutions sur plein d'autres choses. Voilà, c'est un peu... Ok. C'est ça qui fait... Mais ouais, non, là où j'ai une idée tranchée, ouais, c'est vraiment cette idée de diva, d'expert, de trucs. C'est compliqué à gérer, quoi. Bon, écoute, top. On arrive au bout de mes questions. Je te propose tu m'as dit que tu l'as déjà inséré au milieu du podcast, mais tu peux changer si tu veux. Je te propose de te laisser le mot de la fin. Ouais, petit mot, je vais essayer de faire rapide et concis. Non, c'est important on oublie pendant une carrière ses valeurs et qui on est. Ça arrive souvent, on se fait emporter. Ça m'est arrivé. On se fait emporter par une vision du travail, une vision du monde qu'on a et de la réussite. Et en fait, on se dit, arrivé à un moment, à quoi bon? On se dit, en fait, ça sert à rien et il faut être soi. Perso, c'est ce que j'ai pas bien vécu jusqu'à un moment où j'étais pas moi, où j'étais quelqu'un d'autre au travail de ce que je suis à la maison avec les amis. Et j'ai pu revenir à ce croisement et un truc tout bête, aller au boulot en hoodie et en jean et basket, c'est tout bête, mais en fait, ça me ressemble plus. Et les gens le sentent quand tu discutes avec eux. Mais ça vient plus tard. Je pense que c'est au fil de la carrière, c'est au fil du temps, etc. On se dit, en fait, non. C'est mieux d'être soi-même. Et puis, tout simplement, après, quand tu as tes mômes qui te font une remarque, qui te disent, ouais, mais tiens, tu t'es pas habillé en costume. Je fais, non.
c'est cool. Ah non, là, c'est papa. C'est moi, voilà, je suis vraiment comme ça. Et ça, c'est cool. Donc, non, kiffer au travail et faire l'équilibre entre les deux, ça, c'est... Et je leur dis, on a vraiment de la chance aujourd'hui de pouvoir faire ce métier et nous permettre d'être en remote et de profiter de notre famille, etc. Ça, c'est plutôt cool. Ouais. C'est plutôt cool. Voilà. Et puis, merci encore pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, monsieur. Non, écoute, c'est génial, Aymeric. Moi, j'ai adoré discuter avec toi. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Je te dis à bientôt. Merci et à bientôt sur les réseaux. Salut, Aymeric. À tout. Ouais. Au revoir. Ciao. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit ACASI.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.